Bonjour tout le monde, bonjour chers abonnés de Apprendre la GRH. Ceux qui ne sont pas abonnés, veuillez vous abonner pour avoir plus de vidéos sur notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification. Et aujourd'hui, notre thème c'est sur la gestion administrative du personnel. Nous étions sur la première partie de la gestion administrative du personnel. Donc aujourd'hui, nous allons attaquer la deuxième vidéo sur la première partie. Cette deuxième vidéo va concerner le contrat de travail. Aujourd'hui, notre thème étant le contrat de travail. Nous avons organisé notre présentation comme suit. La définition du contrat, les types ou natures du contrat, les conditions de formation d'un contrat de travail, le régime de licenciement, la démission et les éléments constitutifs du contrat du travail, c'est-à-dire les clauses ou articles qu'on doit mettre dans un contrat de travail pour plus de transparence au niveau de l'employeur et pour plus de motivation au niveau du travailleur. En sachant bien que la première rubrique est la définition du contrat de travail, le contrat de travail s'est défini comme une convention en vertu de laquelle une personne appelée employé s'engage à mettre son activité professionnelle sous la direction et l'autorité d'une autre personne, physique ou morale, moyennant une rémunération. Cette définition est tirée du Code du travail malien. La définition nous permet de ressortir trois éléments essentiels pour parler du contrat de travail. Ces trois éléments sont l'activité professionnelle, le lien de subordination et la rémunération. Donc, pour parler d'un contrat de travail, il faut que ces trois éléments soient réunis pour qu'on puisse situer que le contrat est un contrat de travail. Après la définition du contrat de travail, nous allons aborder maintenant les différents types ou les natures de contrats de travail qui peuvent exister. Dans notre recherche et aussi dans le monde entier, nous avons pu identifier deux principaux types de contrats de travail, c'est-à-dire le contrat de travail à durée déterminée qu'on appelle CDD et le contrat de travail à durée indéterminée qu'on appelle CDI. Qu'est-ce que le contrat de travail à durée déterminée? Le contrat de travail à durée déterminée CDD est un contrat dont la durée est précisée à l'avance selon la volonté des parties, c'est-à-dire selon la volonté de l'employé et de l'employeur. Ce contrat doit être constaté par écrit. Donc, c'est une exigence de la part du CDD. Sa durée doit être fixée à l'avance par les parties pour qu'on puisse parler de CDD. Et aussi, on doit l'écrire pour qu'on puisse avoir foi à cette liaison. Donc, après, le contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat, il est le contrat dont la durée n'est pas fixée d'avance par les parties. Ce contrat est la forme normale du contrat de travail. C'est le contrat qu'on rencontre tout le temps. Donc, après avoir identifié ces deux types de contrats, nous allons entrer en profondeur un à un. Maintenant, nous allons prendre le contrat de travail à durée déterminée, appelé le CDD. Les conditions pour former un contrat de travail CDD sont nombreuses, mais les conditions qui sont vraiment exigées sont les trois conditions. C'est-à-dire, ce contrat doit être constaté par écrit. Sa durée ne doit pas dépasser 2 ans. Il n'est renouvelable que 2 fois. À défaut de ces conditions, ce n'est plus considéré comme un contrat de travail à durée déterminée. Selon la loi malienne, elle doit être considérée comme un contrat de travail à durée indéterminée. Il faut savoir que l'exception est faite également dans certaines branches d'activité. En matière de renouvellement, comme les activités qui sont saisonnières, les projets dont les durées sont précisées et aussi, sachant bien qu'au Mali, les contrats de travail des étrangers sont toujours en CDD, quel qu'en soit le poste et la durée du contrat. Donc, quand on a parlé des conditions de formation, on doit obligatoirement parler des conditions de rupture. Dans quelles conditions on peut rompre un contrat de travail à durée déterminée? Donc, selon nos recherches, nous avons pu identifier 4 moyens qui sont des moyens simples et légaux pour la rupture de contrat de travail CDD. Si l'une des parties n'honore pas ces 4 conditions, elle sera contrainte de payer les dommages et intérêts. Ces conditions sont l'arrivée à terme de la durée du contrat, c'est-à-dire si le contrat arrive à terme, si vous avez déjà signé un contrat de travail à 2 ans, donc si vous avez atteint la durée de 2 ans, le contrat se rompt automatiquement. Le deuxième cas, c'est les cas de force majeure. Donc, si vous avez subi des dommages qui sont dus à des cas de force majeure, c'est-à-dire il y a eu un tsunami ou bien il y a eu un débordement de mer qui a fait détruire votre site et qui vous a amené à fermer,
Donc également les fautes lourdes appréciées par un juge. Les fautes lourdes ne sont pas des fautes qui sont appréciées seulement par l'employeur, mais c'est le juge qui doit identifier la faute comme lourde. Et quatrièmement, l'accord des parties constaté par écrit. Si les parties se tombent d'accord pour rompre le contrat et qu'elles signent sur un papier, donc ils peuvent rompre le contrat. Après avoir respecté ces conditions, l'employeur doit payer normalement. Si le contrat arrive à terme, l'employeur doit payer l'indemnité de précarité aux salariés 2,5% parce que le salarié n'aura pas droit à un préavis, donc il sera dans une précarité pour chercher un autre emploi. Donc on lui donne une indemnité de précarité qui est 2,5% du salaire référentiel, c'est-à-dire du salaire durant le temps de contrat. On prend tout ce salaire et on cherche les 2,5% sur ce salaire et on donne ça au travailleur. Et l'indemnité de congé payé, parce que durant le contrat de travail CDD, le travailleur ne prend généralement pas de congé. Donc on va lui payer ses congés. Donc le congé est comptabilisé au Mali 2,5 jours par mois. Donc on va essayer de voir combien de temps le travailleur a eu à faire et on fait le décompte du congé et on lui paye ça. Donc maintenant nous avons fini un peu avec les choses qui sont explicables en CDD. Nous allons attaquer maintenant la partie du CDI. Quelles sont les conditions pour former un contrat de travail à durée indéterminée? Généralement, ce contrat, il peut être verbal ou écrit. Il n'a pas assez d'exigences en matière de formation, mais il faut juste qu'il réponde aux conditions universelles de tous les contrats, à savoir l'objet qui soit formel et les consentements des parties, ainsi que la capacité des parties à contracter. Donc le CDI, quand sa condition de formation n'est pas aussi compliquée que ça, c'est sa condition de rupture qui est vraiment un peu compliquée. Donc, pour rompre un contrat de travail à durée indéterminée, ici, il y a des conditions de fond et de forme. Donc, nous allons parler premièrement des conditions de forme. Donc, pour rompre un contrat de travail en CDI, il faut d'abord donner un préavis au contractant. La résiliation du CDI est subordonnée à un préavis qui est donné par la partie qui prend l'initiative de la rupture. Donc, c'est-à-dire, quand l'employeur décide de licencier le travailleur, il doit lui donner un préavis. Et quand le travailleur décide de quitter l'employeur, il doit aussi donner un préavis. Donc, les durées de préavis sont les suivantes selon le Code du travail malien, bien sûr. 8 jours pour les travailleurs qui sont payés à la journée ou à la semaine. 1 mois pour les employés et ouvriers payés mensuellement. 2 mois pour les agents de maîtrise et assimilés. 3 mois pour les cadres et le personnel de direction. La deuxième chose à faire pour les conditions de forme, c'est la saisine de l'inspecteur du travail. Cette disposition s'impose uniquement à l'employeur. Elle doit s'effectuer avant la décision de licenciement. L'inspecteur du travail dispose d'un délai de 15 jours pour émettre un avis. Cet avis est facultatif. La saisine de l'inspecteur du travail n'est autre chose qu'une notification de la part de l'employeur s'il veut faire un licenciement. Donc, il doit notifier ça auprès de l'inspecteur du travail. Et l'avis de l'inspecteur du travail importe peu, mais c'est une obligation, c'est une façon d'être réglo devant la loi en cas de problème. Si les conditions de forme d'une rupture d'un contrat de travail CDI ont été expliquées, maintenant nous allons expliquer les conditions de fond pour rompre un contrat de travail à durée indéterminée. Donc, il s'agit ici de l'exactitude et la suffisance du motif de licenciement. Donc, pour licencier une personne qui est en CDI, il faut que l'existence et l'effectivité du fait incriminé soient exactes. En effet, il faudrait qu'il soit établi que le travailleur a commis une faute. Quant à la suffisance, celle-là, elle concerne la justification du licenciement, c'est-à-dire si l'effet incriminé est suffisant pour justifier le licenciement envisagé. Et s'il y aurait d'autres mesures administratives adaptées à la sanction de cette faute, comme les avertissements, le blâme, la mise à pied disciplinaire, etc. Car il faut savoir que le droit est toujours aux côtés du faible. Le faible, c'est qui? C'est le travailleur. Donc, le droit envisage toujours des sanctions aussi allégeantes. Donc, enfin, si ces conditions ne sont pas réunies, on peut parler de licenciement abusif.
Et donc, quand on licencie abusivement une personne, il y a des conséquences aussi graves. Donc, nous allons vous expliquer un peu ces conséquences. L'explication des conditions de fond et de forme de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée nous amène au régime de licenciement en matière de contrat de CDI. En matière de contrat de CDI, nous avons 3 régimes particuliers de licenciement. Ces 3 régimes sont le licenciement économique, le licenciement personnel et le licenciement des délégués des représentants des travailleurs. Premièrement, le licenciement économique. Ces licenciements ne s'effectuent pas en considérant la personne du travailleur, non, mais plutôt pour des motifs économiques. Il peut intervenir en cas de 2 figures, la réorganisation économique et technique de l'entreprise, l'introduction de nouvelles technologies qui débouchent sur des mesures de suppression ou de transformation d'emplois. La réorganisation économique, c'est-à-dire si l'entreprise accède à des problèmes économiques ou accède à un niveau plus élevé techniquement et économiquement qui amène à réduire l'effectif. C'est-à-dire si l'entreprise introduit de nouvelles machines de production qui nécessitent la présence de 10 personnes et pourtant vous aviez 20 personnes. Donc, il faut au moins se remercier les 10 personnes supplémentaires. Et l'introduction de nouvelles technologies qui débouchent sur des mesures de suppression sont par exemple les cas des dactylographes. Aujourd'hui, nous avons les ordinateurs qui font le travail de 5 à 10 dactylographes. Donc, il faut que ces gens-là s'adaptent, sinon leur poste est déjà supprimé. Le deuxième régime étant le licenciement personnel. Ce licenciement implique à l'origine une faute commise par le travailleur. C'est en raison de la gravité de la faute que le licenciement est envisagé. Ce licenciement concerne une seule personne, c'est-à-dire si un travailleur commet une faute qui est vraiment grave, donc la faute aussi qui est appréciée par le juge, parce qu'il y a des employeurs qui peuvent également abuser si on les laisse décider eux-mêmes. Donc la personne doit payer par rapport à ses actes. Ce licenciement intervient dans ces cas. Le troisième régime étant le licenciement des représentants des travailleurs. Les délégués du personnel, les délégués syndicaux, les membres du comité d'hygiène et de sécurité, ces travailleurs sont protégés par un régime spécial résultant des articles L263, L277 et L281 du Code du travail malien. Ce régime stipule que tout employeur désirant licencier un représentant des travailleurs doit au préalable obtenir l'autorisation de l'inspection du travail. Parce que souvent, il y a des employeurs qui abusent, qui veulent vraiment enlever l'épine de leurs pieds. C'est-à-dire, tu vas trouver que ces gens-là sont en train de défendre les causes et ces causes-là des travailleurs n'arrangent pas du tout l'employeur. Donc, l'employeur veut les licencier pour qu'ils soient tranquilles. Donc, il faut qu'on les protège pour qu'ils puissent mener à bien leur lutte. C'est pour cela qu'il faut que l'employeur ait l'autorisation de l'inspecteur pour pouvoir les licencier. Quand on en parle de licenciement, logiquement, il faut parler de démission. La démission, elle est quoi? Elle est la rupture unilatérale du contrat de travail du fait du travailleur. Quand le licenciement est le fait de l'employeur, la démission est le fait du travailleur. Contrairement à tout ce qu'on a dit pour le licenciement, il n'y a pas de condition de fond ni de forme en matière de démission. Cependant, elle est soumise à une procédure qui consiste à notifier par écrit la démission à l'employeur et à observer le délai de préavis. Concernant les droits de rupture, ils sont ouverts après 10 ans de service. Pour prétendre à un droit quand on rompt son contrat avec son travailleur, il faut que tu fasses 10 ans de service au sein de l'organisation. Donc tu auras droit à des indemnités de présence. Après l'explication des modes de rupture et des modes de formation des contrats, nous allons parler maintenant, après la rupture, quelles sont les indemnités que les travailleurs doivent recevoir. Les indemnités de rupture du CDI. Donc, quand on licencie, il y a des indemnités comme l'indemnité compensatrice de préavis. Elle est octroyée lorsque le préavis n'a pas été notifié ou son délai n'est pas respecté. Et cette indemnité est égale au montant de la rémunération qu'aurait perçu le travailleur s'il avait travaillé durant cette période. C'est-à-dire si le travailleur a été licencié
directement sans que le travailleur n'observe sa durée de préavis. Et s'il était cadre, il devrait avoir 3 mois de préavis. Donc, on le licencie sans qu'il fasse ces 3 mois. On doit lui donner ces 3 mois de salaire. L'indemnité compensatrice de congés payés. Cette indemnité, comme son nom l'indique, doit compenser le congé dont le travailleur n'a pas joui. Cette indemnité est égale au montant de rémunération sur la période des congés non pris en raison de 2,5 jours par mois effectif. Troisièmement, l'indemnité de licenciement au prorata temporis. C'est quoi? Elle se calcule sur la moyenne des 12 derniers mois de salaire brut. Son taux est de 20% de salaire brut moyen pour chacune des 5 premières années de travail, 25% à partir de la 6e année à la 10e année de service et 30% au-delà de la 10e année de service. Donc enfin, il faut délivrer un certificat de travail au travailleur même si on le licencie. Donc ce sont les indemnités que le travailleur a droit si un employeur le licencie. Donc maintenant, si c'est un cas de démission, si le travailleur démissionne, quelles sont les indemnités que le travailleur doit percevoir ou qu'il peut percevoir? C'est l'indemnité de congé payé si le travailleur n'avait pas joui de ses congés et l'indemnité des services rendus lorsque le travailleur justifie une présence continue d'au moins 10 ans dans l'entreprise. Et cette indemnité est calculée comme l'indemnité au prorata temporis. Et troisièmement, il faut lui délivrer un certificat de travail. Quoi de plus normal parce qu'il a eu à travailler au sein de votre organisation. Enfin, après tout ça, maintenant le plus important. Quand on doit rédiger un contrat de travail, quelles sont les clauses ou bien quelles sont les procédures à faire pour mettre un contrat de travail en place, pour rédiger un contrat de travail? Sa rédaction nécessite quoi? D'abord, il faut commencer par les noms, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, l'affiliation, la résidence, la profession et la nationalité du travailleur. Et les noms, prénoms ou raisons sociales et adresses de l'employeur également. Et troisièmement, la nature et la durée du contrat doivent faire l'objet d'un article. Les ou les emplois que le travailleur sera appelé à tenir et les ou les lieux où il sera appelé à servir doivent aussi être l'objet d'un article. Le classement du travailleur dans la hiérarchie professionnelle, le salaire et ses accessoires de travail. On doit faire un article pour ça aussi. Et sixièmement, on a la référence à la convention collective applicable aux parties, aux textes réglementaires régissant la profession, pour que le travailleur sache quelle convention il appartient et quelles sont les lois qui sont applicables sur lui et quels sont les devoirs et quels sont les droits qu'il a. La durée des congés payés et le mode de calcul de son allocation doit aussi être spécifié dans un article. La modalité d'application des dispositions légales concernant les voyages et les transports doit être explicite. Les dispositions qui sont relatives au logement, lesquelles devraient répondre aux normes et conditions fixées par la voie réglementaire. Et enfin, une clause encore très importante, ce sont les clauses particulières éventuelles qui seront convenues entre les deux parties. Il ne faut jamais oublier que ces 10 points sont très importants pour former un contrat de travail. Merci de nous suivre. Merci d'être à l'écoute. Si vous avez suivi notre vidéo jusqu'à la fin, nous vous en remercions beaucoup. Merci de vous abonner à notre page YouTube et Facebook. Et également, merci de nous envoyer un mail en cas de besoin pour rédiger vos contrats de travail et pour autres besoins en matière de gestion des ressources humaines. Veuillez partager au maximum. Chaque dimanche, vous aurez des nouvelles vidéos sur la gestion des ressources humaines.